Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce numéro. Je vous remercie d'avoir honoré votre engagement au rendez-vous de ce soir. Je m'engage aussi à vous transmettre autant de valeur pour que le temps que nous allons passer ensemble ce soir soit profitable pour nous tous. Je vous invite à prendre votre agenda et un bic pour mieux profiter de la soirée parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Comme vous l'avez vu lu dans l'annonce, notre thème de ce soir portera sur le mentorat, l'ultime pilier du succès. Du moins, par extension, on peut dire trouver des mentors pour la nouvelle année. Nous avons parlé de la planification la dernière fois et en planifiant, nous devons chercher des mentors, nous devons chercher des sources d'inspiration, des sources d'information pour pouvoir mieux nous diriger dans cette nouvelle année. Trois mots retiennent notre attention dans le thème, c'est-à-dire le mentorat, le pilier et le succès. Nous allons plus nous concentrer sur le mentorat parce que c'est le mot maître de cette soirée. Nous allons aussi définir pilier et le succès, nous allons plus tard voir dans d'autres rencontres comme ça. Voilà. Nous savons que tout le monde aspire au succès. Au chiffre de 7,2 milliards de personnes que nous sommes aujourd'hui sur la Terre, tout le monde veut réussir. L'homme le plus riche et influent continue par acquérir quoi? Le savoir et l'argent. Le nouveau bébé qui vient de naître est le champion d'1 milliard de spermatozoïdes relâchés il y a environ 9 mois. Donc, le désir du succès est naturel. Comme l'un de mes mentors le dit, si vous n'avez pas le désir de réussir, vous n'êtes pas normal. Le succès étant l'image d'un édifice, il a besoin d'une fondation qui n'est que nous-mêmes. Chacun la fondation de son succès. C'est pour cela que vous n'allez pas aller quelque part et on ne vous dira pas. Les sages qui ont traversé ce monde, ils ont dit ayez confiance en vous et entretenez-vous. Parce que si vous perdez vous-même, vous perdez tout en fait. Vous êtes le soubassement. Tout le monde est la base de son succès. Tout le monde est le socle en fait de son succès. Mais la base est essentielle pour l'édifice, mais ne fait pas l'édifice. Il faut quand même des piliers, il faut d'autres choses pour pouvoir étoffer le pilier. Donc tout édifice a besoin d'un pilier, c'est-à-dire des mentors. Dans notre cas, ce soir, nous allons voir vraiment l'importance du mentor, comme vous avez vu dans l'annonce. C'est pour cela que ce soir, nous allons plus nous concentrer sur le mentorat. Des hommes à succès international en parlent en ces termes. Oprah Winfrey dit, je pense que les mentors sont importants et que personne ne peut réussir dans le monde sans une forme de mentorat. Personne ne s'en sort seul. Personne n'a réussi seul et nous sommes tous des mentors pour les autres, même si nous ne le savons pas. Pour Winfrey, Oprah, c'est une personne, je pense que vous tous vous la connaîtrez. C'est une dame très influente, mais qui a eu des débuts très difficiles. À 12-13 ans, elle a été violée par son oncle, je pense, si je me rappelle bien de l'histoire. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a trouvé des mentors, elle a trouvé des gens qui ont remonté son moral. Et aujourd'hui, elle est une fortune mondiale. Elle est classée par les dames les plus influentes de la planète. Une entrepreneur réussie. Elle réussit bien sa carrière. Voilà. Donc, elle dit qu'elle pense que les mentors sont importants. Le suivant vient de Parker Palmer, qui dit « Le mentorat est une mutualité qui exige de rencontrer le bon enseignant. » Ça exige plus que de rencontrer le bon enseignant. L'enseignant doit rencontrer aussi le bon élève. Donc, selon Parker, le mentorat, c'est une dualité. Ça demande l'engagement de deux personnes, ça demande l'engagement de deux entités pour pouvoir faire un bon mentorat. Donc, Palmer est un éducateur, auteur et activiste américain qui se concentre sur les questions d'éducation, de la communauté, de leadership, etc. Vous pouvez noter les noms de ceux que je cite pour vous permettre de faire des recherches. Voilà, ils font partie de mes mentors et je pense que vous pouvez lire sur eux. La troisième parole vient de John C. Maxwell.
un de mes mentors aussi, la plupart des personnes qui décident de se développer personnellement trouvent leur premier mentor dans les pages des livres. Il est l'auteur de plus de 50 livres sur le leadership en général et sur d'autres thèmes très intéressants. Donc, à présent, nous allons définir deux termes principaux de notre thème, c'est-à-dire le mentorat et le pilier. Voyons de près le pilier. C'est quoi un pilier en général? Un pilier est un support. Un pilier est un support, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on peut se reposer. Et qui parle de repos parle de quoi? De stabilité, de tranquillité. Un pilier, c'est aussi un soutien. Un soutien, c'est quelque chose qui maintient en position d'équilibre, qui maintient en position de stabilité. C'est aussi un appui, en fait. Et qui parle d'appui, parle de quelque chose qui sert à soutenir quelque chose ou une personne pour l'empêcher de tomber, pour l'empêcher, en fait, de déséquilibrer. C'est aussi une défense. Un pilier est aussi une défense. Et qui parle de défense parle de quoi? D'une protection contre une force environnante. Et la fonction du pilier, c'est quoi? C'est d'assurer la solidité et la stabilité. Vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, si vous écoutez ma voix, mettez dans le chat. Il faut que je sache que vous êtes toujours avec moi. Ok, 5 sur 5, merci. Ok, nous allons continuer. Maintenant, c'est quoi le mentorat? Le mentorat, c'est une relation de transfert de connaissances, d'idées, de principes, de lois, de philosophies qui ont été prouvées et survécues au temps, aux crises, par exemple. C'est une relation de transfert de connaissances. Tous les mots que j'ai mis ici sont des mots importants. C'est d'abord un transfert de connaissances, d'idées, de principes, de lois et de philosophies qui ont été prouvées dans le temps, qui ont survécu au temps, qui ont fait face aux crises en fait. Donc, par relation ici, nous définissons une interaction, un lien, un contact entre deux personnes, entre deux idées, voilà, s'il faut dire en fait. Donc, par connaissance ici, idées, principes, lois et philosophie, on sous-entend quoi? Une manière de penser ou bien un mode de vie en fait. Et par temps, nous parlons ici de génération, de durée en année. Donc, et par crise, il s'agit de quoi? De situations difficiles, de contraintes, de résistance et surtout du changement. Donc, le mentorat est vraiment une question de relation, de transfert de connaissances, d'idées, de principes, des lois, de philosophie qui ont été prouvées dans le temps. Donc, si vous allez dans le mentorat, ce que vous cherchez, c'est des connaissances, c'est des idées, c'est des principes, des lois, des philosophies. Mais pas seulement ça, mais des lois, des philosophies qui ont survécu au temps, qui ont rencontré des crises, mais qui sont passées, c'est-à-dire qui ont permis à des gens qui possédaient ces lois, à des gens qui possédaient ces connaissances, de transcender les trucs là. Donc, dans un mentorat, ce qu'on cherche, ce n'est pas juste une personne qu'il faut suivre, mais c'est des connaissances, c'est des relations qui vont nous permettre d'avoir des lois, des philosophies du succès qui ont été vraiment prouvées dans le temps. Et le changement étant perpétuel, il fait peur quand nous n'avons pas assez d'informations. Sinon, quand nous sommes, par exemple, ignorants des principes et des lois qui vont nous permettre de transformer le changement en notre faveur. Aujourd'hui, par exemple, la crise de Covid a commencé et ça a fait sombrer beaucoup de personnes. Mais certaines personnes ont saisi l'opportunité. Ils sont partis vers des connaissances pour comment rediriger leur entreprise, pour comment rediriger leur vie, ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ces personnes sont très loin devant. Mais beaucoup de personnes ont sombré parce qu'ils ne sont pas agiles dans la quête de la connaissance, agiles dans la maîtrise du changement et a fait que beaucoup de personnes ont sombré. Donc, c'est pour cela que ce que nous cherchons, c'est des connaissances qui vont nous permettre de traverser les changements qui vont arriver, de traverser les périodes difficiles, de traverser les contraintes et nous permettre d'avancer dans la vie. L'origine du mentorat. Oui, si le mentorat est délicat, comme nous venons de le voir, comme ces trois auteurs que nous avons cités en amont, ils ont vu que le mentorat est vraiment quelque chose de délicat.
Ils ont vu que le mentorat est très délicieux et tout le monde en a besoin pour avancer. Il y a quand même l'origine. Le mentorat est aussi vieux que le monde, mes amis. C'est un principe aussi vieux que le monde. C'est, disons, si nous analysons bien le mentorat, c'est la fondation de la vie. Le mentorat est le fondement de la vie. Et sans mentorat, il n'y aura pas quoi? De vie. Pour bien comprendre l'essence du mentorat et le déroulement du mentorat, nous avons besoin de faire quoi? Une analogie de la conception d'un bébé. Donc, nous allons faire une analogie maintenant. Je veux ici l'attention de nous tous pour réfléchir un peu. À l'image, à l'écran, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Vous voyez un bébé, la conception d'un fœtus en fait. Un futur bébé. Je rappelle que le mentorat est un phénomène de transfert, comme nous l'avons vu dans la définition. Et il est très silencieux, mais fait du bruit pendant que le temps passe. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas être mentoré sans être reconnu dans votre communauté. Au minimum, vos amis proches vont en remarquer. Parce que si vous êtes en contact de nouvelles idées qui vous transforment, les gens autour de vous vont remarquer ça. Le mentorat est silencieux, mais dans le temps proche, ça se fait remarquer. Pendant la conception du bébé, par exemple, qui force les choses selon vous? Le bébé, n'est-ce pas? Ni la mère ni le père n'ont aucune force pendant la conception du bébé. La science a découvert que quoi? Les spermatozoïdes prennent plutôt jusqu'à 5 jours pour mourir et c'est eux-mêmes qui se mettent en action dès l'éjaculation. Donc, c'est une analogie que nous allons faire qui va nous permettre de comprendre en fait le mentorat, qui va nous permettre comment nous pouvons saisir le truc pour pouvoir avancer. Donc, des milliards de spermatozoïdes, chacun veut quoi? Le précieux ovule qui conduit à la vie en fait. Chacun veut ça. Donc, le mentorat de nous tous aujourd'hui a commencé quand? Le jour de notre conception. Cette relation de transfert a commencé quoi? Le jour de notre conception. Donc, ce n'est pas un truc nouveau. Nous sommes tous arrivés dans ce monde par le principe du mentorat, sans le savoir. Aujourd'hui, nous ne continuons pas à appliquer ce même principe sans le savoir. Mais si nous appliquons ça sans le savoir, ça ne va pas nous avantager. Le mieux, c'est de saisir le truc pour pouvoir bien le diriger. Le transfert à question ici, dans notre cas de l'exemple, dans notre analogie, c'est quoi? C'est le transfert de la vie. C'est-à-dire la vie des parents à quoi? À un spermatozoïde qui veut être en vie. Et ce transfert commence par le désir d'un spermatozoïde à la vie. C'est-à-dire un spermatozoïde relâché, il désire quoi? La vie. C'est pour cela qu'il se met en action. Le transfert de la vie, le mentorat, commence par le désir d'un spermatozoïde à la vie. Un spermatozoïde qui veut la vie se met en mouvement. C'est ça, c'est le début en fait, c'est la base du mentorat. Il a vu la vie et il dit je vais aller vers cette vie. C'est la base du mentorat. Le mentorat comme le socle de la vie. Dans ce transfert de vie ici, tout repose sur les épaules du futur bébé, de ce fœtus ou bien de ce spermatozoïde. Si nous comprenons bien cette analogie, cette année 2022 sera la première année vers une vie très passionnante, vers une vie de succès pour nous tous. Vous êtes avec moi, mettez dans le chat, vous êtes avec moi, mettez dans le chat pour que je sache que je ne suis pas seul, que vous écoutez ce que je dis. Ok, super. Vous trouvez de la valeur, j'espère. Donc, ni le papa ni la maman du bébé n'ont besoin d'instruire le bébé. N'ont besoin même pas de toucher ce bébé qui a le goût de cette vie déjà. Mais une fois que quoi? Qu'est-ce que le spermatozoïde cherche? Il a les informations de l'ADN qu'il a reçu de son papa. Maintenant, il cherche le complément d'informations dans l'ovule pour lui permettre de finir son processus. Donc, une fois qu'il reçoit les informations, une fois qu'il est en contact de cet ovule, il fait quoi? Il commence tout seul son travail. C'est le mentorat, en fait, c'est ça. Réception des informations et commencer le travail de transformation, en fait. Donc, nous pouvons conclure ici ceci que quoi? Juste après la conception, le futur bébé commence par transformer les informations génétiques qu'il a reçues de ses parents pour se développer en être humain semblable à ses sources d'informations.
Donc, il prend l'information lui-même. Il se transforme sans l'aide du papa ni de la maman. J'espère que nous sommes ensemble. Nous devons comprendre maintenant la conception mieux. La conception pour pouvoir comprendre mieux le mentorat. C'est une analogie que j'ai pris le temps pour faire pour nous permettre de bien comprendre ce que tous les sens, toute la grandeur, la dimension du mentorat. Donc, si nous devons faire une récapitulation ici, voici quelques points cruciaux de la conception d'un bébé. C'est le succès dans le processus du transfert de la vie. En premier, quoi? Le spermatozoïde, une fois relâché, court vers l'ovule. C'est lui qui court vers l'ovule, en fait. Il dit, j'ai vu quelque chose. J'ai vu la vie, en fait. J'ai vu une occasion de vie. Je ne vais pas m'arrêter. Je dois me mettre en mouvement. Bien que le chemin n'est pas facile. Si vous faites des recherches, le chemin n'est pas facile. Et c'est un chemin compliqué. Plus de 3 milliards, 5 milliards de potentiels spermatozoïdes ont vu la vie. Ils continuent, même si le chemin n'est pas facile. 3, ils font quoi? Une fois rentrés en contact avec l'ovule, ils gardent ce contact pour avancer dans le processus de transformation, pour continuer dans le processus de transfert de vie, en fait. 4, son développement pendant tous les 9 mois dépend entièrement de lui. La maman ne sait rien, en fait. Ce n'est pas la maman qui va dire « je vais former ton bras, je vais former ceci ». Non, il se développe automatiquement lui-même. Il se développe lui-même. 5, dès que l'ovule est fécondé, quoi, la mère et le père sont affectés par ce processus. Donc, si vous êtes vraiment à la quête du succès, vos mentors vont savoir. Si vous êtes vraiment à la quête du succès, les gens autour de vous vont savoir. La mère devient quoi? Elle a la nausée. Et les gens commencent par savoir qu'il y a quelque chose. Il y a un processus de vie. Il y a un champion qui est en train de se programmer pour venir. Voilà. 6. Pendant les 9 mois, la mère subit quoi? Des phases qui prouvent que quelque chose ou bien quelqu'un l'attend. Ou bien que quelqu'un est en train d'en prendre de lui. La mère se sent fatiguée. C'est ça le principe, en fait. 7. C'est le bébé qui décide de la sortie, pas sa mère. L'accouchement est naturel. C'est le bébé qui décide, en fait. Quand les 9 mois, quand il va télécharger tout, en fait, il décide de sa sortie. 8. Même dehors, la mère en a 2 ans pour une autre phase, en fait, où le bébé va continuer par grandir. Bien que le mentorat soit le pilier du succès, il en possède aussi des succès, des piliers plutôt. Le mentorat, c'est le pilier du succès. Sans ce transfert, il n'y a pas de succès. C'est ce transfert qui permet à un enfant de venir au monde. Transfert de quoi? Des codes génétiques, en fait, de ressemblance de la mère, de tout ça là, des ongles, tout ça. Le bébé télécharge tout ça là. Les piliers du mentorat. 1. Si nous analysons bien la conception, nous pouvons dire que quoi? Le mentorat est le pilier de la vie. Mais il a aussi des piliers. 1. Un désir ardent de réussir. C'est ce que nous pouvons remarquer quand un spermatozoïde est relâché, par exemple, il dit « Waouh, ça c'est une occasion de succès ». Et il court vers l'ovule. 2. Le goût de la liberté. Le gars, vous et moi, quand on était encore spermatozoïde, on a été relâché. We need freedom. On a voulu la liberté. Et on est couru. Quand on est relâché, on dit quoi? Go, just go. Il faut juste aller. Le succès de cette année dépendra de notre capacité de courir vers la liberté et de notre désir ardent de réussir. 3. L'envie de l'autonomie. La liberté doit nous conduire à l'autonomie. C'est pour cela que 9 mois arrivé, le bébé dit non. Je suis fatigué de rester bloqué dans un système qui me rend tout le temps dépendant. Je veux aller respirer moi-même l'air frais. Je veux même commencer par être en contact avec vous. Donc, le mentorat, c'est tout un processus de développement. 4. Le besoin d'être utile. Le besoin d'être utile, de servir en fait, d'être quelque chose dans la communauté. C'est ça le pilier du mentorat. 5. Une passion de contribution. Vous devez être passionné à contribuer à quelque chose avant de sauter dans le mentorat. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de juste apprendre pour grandir, mais apprendre pour contribuer en fait. Apprendre pour devenir. C'est ça l'essence du mentorat. 6. Un zèle pour la vie. Toute vie, c'est-à-dire à la conception, le spermatozoïde a un zèle
pour la vie. Le gars veut vivre. C'est pour cela qu'il quitte, il part, il va vers la recherche de l'ovule là. Voir rapidement quelques étapes du mentorat. Les étapes du mentorat. Le mentorat commence par la réception des informations, c'est-à-dire le savoir-faire, l'accumulation des idées, de concepts, de principes, de lois, comme nous l'avons dit dans la définition. C'est pas l'envie de grandir. Mais cette envie doit commencer. Le premier pilier, c'est de rassembler les idées, les concepts, des lois, des principes qui ont permis aux gens de réussir. Vous devez aller vers l'information pour grandir vos capacités. Après le cumul des informations, il faut quoi? Il faut la compréhension. Il ne s'agit pas juste d'accumuler les concepts, les idées, mais il faut une compréhension de tout. Il faut une compréhension pour savoir classer, pour savoir utiliser l'information dont vous avez besoin. Vous devez passer à la phase qui est selon moi la phase la plus dure en fait. Plus de 10 ans que j'ai commencé par faire des recherches, ça n'a jamais été facile de comprendre une idée. Et même si tu comprends l'idée, des fois c'est difficile de la saisir en fait. Mais après compréhension, ça vous propulse en fait vers le troisième niveau. Mais pour comprendre, vous devez faire quoi? Méditer. Vous devez réfléchir. Des fois, ça rentre en contradiction avec tout ce qu'on vous a appris. Mais vous devez passer à l'étape de réflexion. Ce qui est le plus délicat de nos jours, ce deuxième niveau de compréhension, pour pouvoir saisir le sens de la portée des choses, est le plus difficile des plus difficiles. Parce que quoi? Aujourd'hui, notre monde est jonché de plusieurs informations à la fois et une distraction sans fin. Mais avec détermination, comme par exemple le bébé, qui reste toujours en contact pendant un temps donné pour pouvoir saisir toutes les informations, pour pouvoir se développer bien, pour pouvoir être maturé avant de sortir. Si vous continuez, vous persévérez dans ceci, dans la réflexion, dans la méditation, pour pouvoir comprendre le sens, la portée des choses, vous allez aller à la troisième phase, qui est une phase plus facile si vous passez bien la phase 2, c'est-à-dire la phase de l'application, de possession du savoir. Vous devenez un avec le savoir. Vous devenez quelqu'un qui agit dans le sens du savoir. Une fois que vous avez compris un principe, un précepte, la vie devient facile en fait. Vous avez le courage d'avancer. Aujourd'hui, ce n'est pas l'information qui manque. Peu de personnes vont vers l'information. Et deuxième, peu de personnes s'asseyent pour pouvoir comprendre. Pour pouvoir comprendre, vous devez sacrifier des fois des heures de sommeil pour méditer, pour voir si vous avez vraiment saisi tout. Mais une connaissance approfondie vous met juste en mouvement. Le doute s'en va. Vous êtes armé de courage pour faire des exploits. C'est pour cela que quoi? Ceux qui n'ont pas une réelle compréhension de tout ne font pas long feu. Ils commencent aujourd'hui, l'année prochaine, ils s'arrêtent parce qu'ils ne savent pas où il va. Et il n'a pas de conviction. La conviction vient de quoi? De la compréhension. Si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes venu sur la terre pour pouvoir vivre une vie significative, vous ne pouvez pas vivre une vie significative. Il faut avoir d'abord la conviction. Et cette conviction ne viendra que par l'accumulation des informations qui vous garantissent, qui vous rappellent vraiment ce que vous êtes. La preuve, c'est que quoi? Un enfant qui se détache plus tôt de ses parents, par exemple, meurt ou bien grandit difficilement. C'est pour cela que vous devez être en contact avec des mentors, avec des sources d'informations qui vont vous permettre de continuer en fait. Et pour réussir, vous devez choisir des mentors et être constamment en contact avec eux jusqu'à ce que vous deveniez des mentors de la prochaine génération. C'est le succès. C'est pour cela que le mentorat est un pilier fondamental du succès jusqu'à ce que vous ayez les jambes fermes en fait. Jusqu'à ce que vous ayez quoi? La capacité, c'est l'autonomie en fait, de pouvoir continuer vous seul. De pouvoir continuer même si vous n'avez personne autour de vous. De pouvoir continuer même si ceux qui vous suivent au départ arrêtent en fait la course. Si vous êtes avec moi, faites-moi signe dans le chat pour que je sache. Faites-moi signe dans le chat pour que je sache. Ok, nous sommes là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre concentration. J'espère que vous notez beaucoup de choses. C'est pour cela que Albert Einstein dit
L'important est de ne pas cesser de poser des questions. La curiosité a sa raison d'être, a sa propre raison d'être. On ne peut s'empêcher d'être émerveillé quand il contemple les mystères de l'éternité, de la vie et de la merveilleuse structure de la réalité. On doit continuer par poser des questions. On doit continuer par réfléchir en fait. Parce que moi, je ne veux pas arriver dans 5 ans et savoir que les plans qu'on m'a vendus n'ont pas été de bons plans. C'est pour cela que je continue par faire des recherches. C'est pour cela que je continue par réfléchir à ce que je connais. Nous devons nous attacher à des gens de succès. Nous devons faire des choix gagnants. Et de bons choix, par exemple, nécessitent quoi? De bons critères. Les critères de choix de mentor. Votre objectif de choix, par exemple, d'un mentor ne doit pas être de trouver quelqu'un qui est juste influent et a beaucoup d'argent, mais quelqu'un qui a des valeurs morales nobles. Choisir un mentor est crucial pour votre avenir. Quand vous choisissez un mentor, quand vous choisissez de suivre quelqu'un, vous choisissez votre avenir en fait. Nous n'avons pas eu la chance de choisir nos parents, mais nous avons la chance de choisir des mentors en fait. C'est pour cela que nos amis doivent être des mentors en fait. Des gens qui sont activement dans la possession de connaissances parce que c'est des gens qui peuvent nous relayer de certaines informations. Nous devons tisser des relations gagnantes. Parce que quoi? Nous devenons exactement les gens qui sont autour de nous. Ou bien, c'est pour cela que le mentorat est crucial. Si nous nous exposons à certaines mentalités données, nous devenons exactement, c'est-à-dire comme les idées là. Parce qu'en fait, il faut dire quoi? Chacun devient exactement comme les idées qu'il possède en fait. C'est pour cela que nous devons choisir des sources d'informations pour nous permettre de devenir meilleurs en fait. Voilà. Donc, votre mentor doit être quelqu'un qui est par exemple humble et qui ne présume pas posséder toute la connaissance. Je pense que nous allons avoir une interruption sous peu, mais vous pouvez vous reconnecter après. On va tous se reconnecter si l'interruption vient. Donc, votre mentor doit être quelqu'un qui est humble et ne présume pas posséder toute la connaissance. Quelqu'un qui est ouvert de pensée et de cœur. Quelqu'un, par exemple, qui a du caractère. Les valeurs morales nobles sont importantes. Il ne s'agit pas juste de choisir des gens parce que vous choisissez votre avenir. Quelqu'un, par exemple, qui sait bien gérer sa famille. C'est ce principe, ou bien ce critère de choix de mentor, c'est un critère crucial dans des royaumes, dans des grands gouvernements, dans des grandes entreprises. Parce que celui qui ne gère pas bien sa famille, par exemple, ne peut pas gérer une grande entreprise, ne peut pas gérer un poste de responsabilité quelconque. Parce que la famille, c'est la base en fait. La famille, c'est la base. Quelqu'un qui, par exemple, gère bien sa famille, saura comment gérer le sexe opposé, par exemple, saura être en collaboration avec lui. Nous avons toujours autour de nous des gens plus âgés que nous. Si vous êtes bien dans la famille, vous allez savoir comment gérer les gens qui sont au-delà de vous, les gens qui sont en dessous de vous. Donc, c'est très crucial. C'est un critère de choix. Quand vous voulez choisir des mentors, même aux États-Unis d'Amérique, c'est un principe. Il y a des postes de responsabilité que si vous n'allez pas bien avec votre famille, on ne va pas vous donner. C'est crucial. Bon, c'est des critères que j'ai choisis au volet, mais que j'ai étudiés dans le temps. Et je pense que ces critères vont vous aider. Quelqu'un qui apprend en continu et vous pousse à faire pareil. Ça, c'est un mentor, ça. Quelqu'un qui apprend en continu et vous pousse à faire pareil. Quelqu'un qui reconnaît publiquement, par exemple, sa faute. Ça fait partie de l'humilité. Quelqu'un pour qui la vie est un tout. Un bon mentor, c'est quelqu'un qui reconnaît que la vie est un tout. La vie n'est pas à détacher, en fait. La vie est un tout. C'est-à-dire à vous développer. Il vous conseille, par exemple, vous développer sur le plan spirituel, physique, mental et émotionnel. C'est-à-dire, on ne peut pas enlever les trucs là de la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'erreurs à cause de quoi ils ont considéré que certaines choses ne sont pas pour l'instant nécessaires, par exemple. Je dis quoi? Si vous êtes employé, par exemple, vous devez réfléchir à être licencié un jour.
Donc, ça fait partie de la vie, en fait. C'est-à-dire, vous devez réfléchir à tout dans la vie, à toutes les tensions, à tout ceci. Donc, un bon mentor, c'est quelqu'un qui pense déjà aux crises, même si la crise n'existe pas. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu global, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas juste local. C'est quelqu'un qui transcende, en fait, tout. C'est pour cela que, si vous étudiez tous les grands scientifiques, les grands philosophes du temps, c'est des gens qui ont été globaux, en fait. Ils n'ont pas considéré la vie comme juste quelque chose, mais ils ont pensé tous les contrées de la vie. Quand vous prenez les gens comme Jésus, par exemple, quand vous prenez Bouddha, quand vous prenez les grands scientifiques, et c'est pour cela qu'ils s'impliquaient dans plusieurs choses, en fait, pour leur permettre de comprendre la globalité de la vie. Ils ont écrit sur des sujets de tous les sens, sur les enfants, etc. Aujourd'hui, si vous n'avez pas encore d'enfants, moi, je vous conseille de commencer par penser déjà à ça. Si vous n'avez pas une femme, commencez déjà par penser à ça. Donc, c'est la globalité de la vie. Et vous pouvez apprendre des mentors qui pensent déjà en ça. Voilà. De bonnes idées. Un mentor, c'est quelqu'un qui possède de bonnes idées. Et un mentor, c'est quelqu'un pour qui la vie est une école sans fin. Ça fait partie, ça rejoint à peu près quelqu'un qui continue par apprendre. Un mentor, c'est quelqu'un qui est positif et c'est un homme d'action. Voilà à peu près les critères que vous devez prendre en considération avant de pouvoir choisir un mentor. La question qui va se poser ici, c'est que quoi? En Afrique, en général, principalement au Togo, il est difficile de trouver des gens qui répondent à peu près à ces critères. Mais nous avons tous le choix de continuer la tradition de la médiocrité ou d'installer une nouvelle tradition de succès et de surcroît de l'excellence. Ça, c'est à peu près ma bataille, en fait. Parce que quoi? Nous serons appelés à des mentors pour toutes les générations à venir. Mon souhait est que nous tous présents ici ce soir continuons par persévérer dans notre développement, la lecture, la recherche. Nous devons répondre chacun à des critères, à ces critères par exemple, d'ici les 5 prochaines années, mais pourquoi pas les 2 années qui viennent en fait? Parce qu'il ne s'agit pas juste de vouloir choisir un mentor, mais parce que nous aussi, nous devenons une base pour quelqu'un en fait. À condition que nous faisons de bonnes actions, nous pouvons aller dans ce sens-là. Nous pouvons devenir quelqu'un de caractère qui gère bien sa famille, qui apprend en continu. Et c'est ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une base en Afrique qui fait que on n'arrive pas à avancer en fait. Mais nous pouvons nous aujourd'hui décider de changer les choses et d'installer quoi? Un changement significatif. D'installer une base, une image pour que la prochaine génération, par exemple, apprenne de nous. Ça sera notre manière de quitter le rang des followers, le rang des fanatiques, le rang des gens qui juste ne veulent pas prendre des initiatives et devenir des disciples, des gens qui sont après la vérité, des gens qui sont après des lois du succès, des gens qui vont changer complètement leur généalogie et que toutes les générations futures salueront à jamais. Voilà en fait celui qui veut le changement. C'est pour cela qu'il a de bons critères en fait. Il a de bons critères en fait. Maintenant, le fanatique version le disciple. Nous avons parlé à peu près de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'un fanatique? Nous savons, si nous avons tous une médiocrité comme héritage, c'est parce que quoi? Nos parents, par exemple, n'ont pas eu des connaissances du succès à nous transmettre, ou du moins, leurs théories et principes qu'ils savaient n'ont pas résisté au temps et aux crises que nous avons fait face. Je ne peux pas dire qu'ils n'avaient pas des principes, ils avaient de bons principes, mais c'est des principes qui n'ont pas résisté au temps, en fait. Donc, c'est pour cela que nous cherchons des principes qui vont résister au temps. Leurs principes ont créé plus de fanatiques que de leaders, par exemple, ou bien de disciples, parce qu'un disciple, c'est un leader. Le fanatisme est avant tout un état d'esprit. C'est pour cela que qu'est-ce que le fanatique pense? C'est ce que la majeure partie de ceux qui ne réussissent pas pensent. Ils pensent que le succès est le résultat du hasard. 2, ils ont peur de l'autorité. Le fanatique a peur de l'autorité. C'est pour cela qu'il veut que quelqu'un soit devant et lui soit toujours derrière. 3, il a peur d'agir. Les principes que nos parents ont eus, c'est ce qu'ils nous ont légués. Et c'est pour cela que nous avons peur de l'action. Nous avons peur de prendre des postes de responsabilité. Nous avons peur même de l'argent. Voilà. Voilà. Le suivant, c'est que quoi? Il ne veut pas apprendre. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne veulent pas apprendre? Parce que ils ne croient pas en eux. Ils pensent que le succès, c'est réservé à certaines personnes. Mais je vous dis que celui qui veut réussir et qui a confiance en lui, on ne lui dit pas d'apprendre.
il est constamment à la recherche du savoir. Bill Gates continue par lire 4 livres par mois. L'homme est le plus riche qu'il est. C'est des gens que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis inscrit à certaines personnes, à leur newsletter. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs de faire. Ça vous permet de savoir, en fait, le mouvement qu'ils font, en fait. Voilà. Donc, si ces gens-là, ils sont à ce niveau de connaissance, ils sont déjà à ce niveau dans la vie et qu'ils continuent pas à apprendre, pourquoi nous? Qu'est-ce que nous avons à perdre si nous devons lire, en fait? Qu'est-ce que nous avons à perdre si nous devons nous engager à la connaissance? Aujourd'hui, par exemple, j'ai plus de 1000 contacts. Quand j'ai fait les posts, les gens ont vu. Une seule personne a demandé beaucoup de questions. Peu de personnes sont connectées. Mais si c'est une blague, par exemple, les gens vont sauter dessus. Les gens adorent ça. Mais une classe, par exemple, pour pouvoir comprendre le mentorat, peu de personnes s'y enregistrent. Voilà. Donc, c'est à peu près la mentalité du truc là. Si, par exemple, demain que je réussis, dans 5 ans, et que je pose les trucs, les gens seront là à commenter, à dire, ils vont liker, etc. Tout le monde veut ça. Tout le monde aime ça. C'est cette médiocrité que nous avons hérité qui a créé ça, en fait. Vous voyez à peu près. C'est cette médiocrité qui a créé ça à peu près. Donc, 5. Le fanatique est prêt pour les subventions. Nous ne sommes pas prêts pour pouvoir prendre le devant, mais nous sommes prêts pour des subventions. C'est pour cela que les gens qui ont cet état d'esprit, ils n'arrivent même pas à négocier leur salaire. Le salaire n'est pas une subvention, c'est un paye. C'est une paye en fait. Donc, vous négociez ça. Et plus vous apprenez, vous augmentez, vous demandez des augmentations parce que vous êtes actif en fait. C'est ça. Donc, c'est ça qui a fait que nous sommes derrière en fait en Afrique. 6. Le fanatique suit la masse et ne s'engage en rien. Le fanatique suit la masse et ne s'engage en rien. Les gens veulent juste être derrière. Oh, on ne veut pas être vu. Le patron ne doit pas me voir. Cherchez à connaître le patron de votre boss et de votre entreprise. Cherchez à connaître les gens influents parce que vous voulez aller au sommet. Ça, c'est la vie du leader, du disciple en fait de la connaissance. Quelqu'un qui veut connaître dans la vie, il avance. Il ne cherche pas des excuses en fait. 7. Le fanatique a peur des responsabilités. Et celui qui veut réussir, il est responsable quoi en fait. Et ça ne dépend pas de l'âge. Mais nous pouvons prendre des responsabilités. C'est pour cela que cette année, je m'engage à partager ces informations, pas seulement dans ces classes, mais aussi c'est-à-dire de la manière que je peux faire pour que ça touche beaucoup de personnes. Je vais faire ça. Ça, c'est des responsabilités que nous devons prendre pour pouvoir nous engager sur le chemin du succès. 8. Le fanatique ne comprend pas la loi de compensation. C'est ce que je voulais dire un peu près. La loi dit, plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Donc, pourquoi vous allez limiter en fait ce que vous allez donner? C'est une loi que les gens riches, ils appliquent en fait. Ils savent que le plus ils auront de clients, ils vont avoir de l'argent. Pourquoi on doit juste s'arrêter à juste un boulot, par exemple, pour pouvoir avoir juste un salaire? Pourquoi ne pas multiplier en fait ce que nous faisons? Voilà, vous voyez à peu près l'esprit, le mindset qui crée le fanatisme en fait. Des gens qui juste ont besoin de subventions. Nous devons sortir en fait de notre zone de confort. Nous devons aller vers le monde en fait. Le monde nous attend. C'est pour cela le disciple, c'est que pour que le monde l'accueille, il doit avoir un poids de connaissance avant d'aller dans le monde. C'est pour cela qu'il apprend. La loi de compensation dit, c'est une loi que vous devez comprendre. Emerson l'a décrit. Je vous conseille de faire des recherches sur cette loi. Le plus vous allez donner, le plus vous allez recevoir. Pourquoi arrêter d'apprendre? Pourquoi arrêter de comprendre? Pourquoi arrêter de poursuivre en fait la connaissance? Voilà. C'est pour cela que Wyndham Churchill dit quoi? Un fanatique est quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis et qui ne veut pas changer de sujet. Ça, c'est le fanatisme. C'est très difficile. C'est ce que nous avons hérité. Et c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Aujourd'hui, si vous faites à peu près des recherches, vous allez trouver des petits blancs là. Zuckerberg a commencé quand? À 17 ans. Il avait compris déjà les principes du succès. Il avait des mentors en fait qui lui ont dit, pour réussir, Elon Musk a été animé du même esprit. Ils ont dit quoi? Le monde veut réussir dans l'informatique, dans tout ça là. Nous voulons être des actionnaires dedans. Nous n'allons pas voir. Elon Musk a laissé Harvard. Je pense qu'il a fait un mois ou bien un truc là. Et il a dit non. Si le futur est dans ceci, je dois m'orienter dedans.
Et c'est pour cela que celui qui veut avancer, il est flexible. Il est flexible. Le changement est l'aspiration de tout champion. Les simples entrepreneurs, par exemple, veulent juste gagner de l'argent par leur affaire. Mais les grands hommes veulent quoi? Ils veulent créer un impact planétaire. Ils continuent par investir dans le développement de leurs produits. Ils continuent par faire quoi? Des mises à jour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est sur Zoom en fait. Ils continuent par faire quoi? Des changements pas possibles. Eux, ils n'attendent pas que le problème arrive avant. Vous voyez à peu près. Le disciple. Avant tout, vous devez croire et comprendre que quoi? Les gens de succès ne sont pas extraordinaires. Tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Un de mes mentors dit quoi? Il n'y a pas d'hommes excellents. Mais il y a des hommes qui possèdent des idées excellentes. C'est ce qui crée des hommes excellents. Donc, nous ne devons pas attendre en fait. Vous êtes avec moi. Si vous êtes toujours avec moi, mettez dans le chat. Mettez dans le chat. Mettez dans le chat que vous me suivez. Que le message vient. Si vous êtes avec moi, vous êtes avec moi. Ok, merci. 5 sur 5. Vous devez comprendre que le processus d'apprentissage est crucial dans votre succès. Le processus d'apprentissage, ce n'est pas réservé aux gens qui ont de l'argent. L'apprentissage n'est pas réservé à des gens qui ont de l'argent. L'apprentissage est réservé à ceux qui veulent réussir. L'apprentissage est réservé à ceux qui veulent réussir. Et tout le monde, je vous ai dit, par le processus de la conception, tout le monde doit réussir. Tout le monde est venu dans ce monde étant un succès. Donc, c'est inné en fait. Si vous n'aspirez pas au succès, vous n'êtes pas normal en fait. Tout le monde doit aspirer au succès. C'est pour cela que nous devons pousser. C'est pour cela que le bébé pousse en fait. Il n'attend pas qu'on lui donne naissance. Il pousse. C'est pour cela que seuls les disciples parviennent au succès. La majorité de personnes ne croient pas à la possibilité d'acquérir de savoir qui peut les rendre riches et prospères. Ce soir, vous devez bannir cette mentalité. Je peux apprendre tout. Je peux apprendre à gérer mon argent. Je peux apprendre à gérer mon temps. Je peux apprendre à faire des affaires. Je peux apprendre tout ce qu'il faut pour aller sur le plan international. Nous devons laisser aujourd'hui, cette nuit, le fanatisme que nous avons hérité et joindre le disciple-là. Le disciple de la vie, c'est quelqu'un qui apprend de tout en fait. Quelqu'un qui apprend du monde en fait. Il est comme un enfant du monde. Il ne se limite pas au local. Le disciple comprend que personne n'est extraordinaire. Ça, c'est le premier. Vous devez comprendre que personne n'est extraordinaire. Le riche n'est pas extraordinaire. Le milliardaire, l'homme le plus puissant sur la terre, n'est pas extraordinaire. 2, il comprend que quoi? L'apprentissage est un processus et il croit à cet apprentissage. Vous devez croire que si vous apprenez, vous allez connaître. C'est un problème que nous avons en Afrique qui nous met en arrière. Nous ne croyons pas que nous pouvons y arriver. C'est ça la foi en fait. Ça m'a pris du temps de comprendre ceci, mais j'ai compris ça et ça me met en action en fait. Nous devons comprendre au processus d'apprentissage et croire en ça. Personne n'est né avec l'habilité de marcher. Nous sommes nés bébés et nous avons appris ça. Et pourquoi nous n'allons pas apprendre d'autres choses pour pouvoir nous faire avancer? 3. Le disciple recherche le savoir. Vous devez sans cesse continuer par acquérir le savoir. Le savoir-faire. Il y a Jim Rohn qui dit, vous pouvez apprendre à rire. Vous devez apprendre à sourire. Vous devez apprendre à être plus fort. Ça, c'est le game de la vie en fait. Toute expérience humaine est apprenable et maîtrisable. 4. Le disciple ne veut pas seulement le résultat. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut 5. Comprendre et s'engager dans le processus qui produit le résultat. C'est pour cela que le fanatisme nous a réduit quoi? À des gens qui veulent juste des miettes. À des gens qui attendent juste un salaire. Mais le disciple dit, je dois être dans la machine qui produit l'argent. Je dois comprendre le processus en fait. Je ne dois pas être derrière. Je dois comprendre comment ça marche. Je ne dois pas être juste derrière. 6. Le disciple se discipline à appliquer le savoir. 5. 7. Il s'expose à faire des erreurs, à essayer à prendre des risques.
Le disciple n'a pas peur de faire des risques, de courir des risques et de faire des erreurs. Vous ne devez pas avoir peur si vous voulez réussir. Le succès n'est pas réservé à ceux qui pensent qu'ils vont réussir un jour, de ceux qui sont actifs, ceux qui sont on. 8, il apprend de ses erreurs. 9, il comprend l'autonomie, il veut l'autonomie. C'est pour cela que nous devons apprendre. Pourquoi un enfant veut marcher? Il ne veut pas que sa maman le porte au dos pour toute sa vie. Pourquoi un enfant prend des initiatives? Il ne veut pas être, c'est-à-dire être un fardeau de quelqu'un. Et imaginez par exemple, c'est pour cela que à peu près les handicapés ont un peu des soucis dans le monde. Mais c'est des gens qui, quand ils comprennent ces lois de l'autonomie, etc., ils deviennent inarrêtables en fait. Nous ne sommes pas là pour dépendre des gens. Imaginez que votre âge, vous êtes encore un fardeau pour vos parents. Nous ne devons pas être l'autonomie, le disciple comprend ça. 10, la liberté, l'ultime en fait. Freedom. La liberté n'est pas l'absence du travail. Ça demande de... Les gens aujourd'hui, c'est pour cela que le fanatique pense, on leur vend les idées. Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui sont fanatiques, des gens, des présidents qui sont des fanatiques, qui ont juste des posts. C'est pour cela que nous devons comprendre les principes, les règles de base de la vie afin de pouvoir savoir où on s'en va et de choisir bien nos mentors. Par exemple, il y a des chefs d'entreprise qui sont fanatiques, qui pensent que la liberté, c'est l'absence du travail. Allez demander à ces gens-là pourquoi ils apprennent. Ils savent que la liberté, ça demande plus d'engagement. Si tu as une grande entreprise, ça demande que tu connaisses tout le monde qui travaille pour toi. Si c'est au rang international. C'est ça. La liberté, ce n'est pas... Le disciple comprend la liberté. Et il veut cette liberté, en fait. La liberté, c'est un fardeau. La majorité des personnes ne croient pas à la possibilité d'acquérir le savoir qui peut les rendre riches et prospères. Donc, nous devons croire. Moi, je crois en ça, que je peux être riche et prospère. C'est pour cela que je ne dors pas. Le devoir que vous devez faire en tant que disciple. Je pense que c'est le dernier point de ce soir. Votre premier devoir en tant que disciple est de réussir. Il n'y a pas plus grande joie à un mentor de voir son disciple réussir. Il n'y a pas plus grande joie à un mentor de voir. Si vous lisez les livres des personnes les plus influentes dans ce monde, depuis Platon, Aristote, c'est de voir le monde réussir. Socrate, eux tous, ils veulent voir le monde réussir. Leur plus grande joie, c'est de voir des gens qui vont posséder leur esprit, devenir plus que eux. C'est votre premier devoir en tant que disciple, réussir. Deuxième, être actif à la quête de la connaissance. C'est les fanatiques qui veulent, les gens qui sont dans des positions de leadership, qui sont fanatiques, qui veulent que les gens soient derrière leur dos. Le leader veut que tout le monde ait la même connaissance, ait la même disposition, ait les mêmes informations au bon moment, au même moment. C'est pour cela que vous devez faire attention en choisissant vos mentors. Parce que si vous choisissez de mauvais mentors, vous allez avoir leur esprit, leurs idées. C'est pour cela que la connaissance, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit posséder la connaissance. C'est pour cela que le blanc, j'ai fait les recherches. Les blancs, déjà à 5 ans, même à 1 an, ils se préparent d'abord pour avoir leur enfant. Et dès qu'ils ont l'enfant, ils le transmettent tout en fait. Pour que cet enfant à 18 ans sorte de sa maison. C'est pour cela qu'ils enseignent à cet enfant. Ils disent à 10 ans, tu dois avoir une copine. Ce n'est pas de trucs là comme nous le pensons. En fait, c'est quand on est ignorant, on pense que c'est une mauvaise chose. Non, l'enfant doit connaître parce qu'à 18 ans, il peut se marier en fait. Vous voyez à peu près la différence. Si vous comprenez cette mentalité, cette philosophie du leadership, vous allez comprendre que vous n'avez pas obligation d'arrêter la connaissance. Tout le monde doit connaître parce que le mieux tout le monde connaît, tout le monde. Ensemble maintenant, on est puissant en fait. C'est pour cela que vous devez libérer en fait la connaissance. C'est ce que tous les grands ont fait. Sinon, quand ils ont fait les découvertes, ils devaient garder pour eux. Ils libèrent en fait la connaissance pour que tout le monde. C'est pour cela leur joie, c'est de voir tout le monde devenir un disciple. Comment on l'appelle là écrit, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Eux tous, ils ne veulent pas des gens qui soient à leur traîne qu'ils doivent soulever. Non, ils veulent des gens actifs, des gens qui vont vers la connaissance. 3, ils veulent des gens qui posent beaucoup de questions pour comprendre.
Ça, c'est la joie du mentor. Et c'est le devoir du disciple de poser des questions pour comprendre. C'est pour cela que cet esprit, tout le monde le possède en étant enfant. Mais arrivé à un moment, on le perd. Nous devons continuer par poser des questions. Si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un d'influent, posez-lui des questions. Et si c'est en fait aussi dans vos questions que vous allez reconnaître si la personne est votre leader ou pas, si la personne peut être votre mentor ou pas. 5. Vous avez l'obligation de dépasser votre mentor. C'est pour cela que les vrais leaders, ils donnent tout pour que ça soit une base pour toi. Ici, les gens ont peur. C'est le fanatisme qui a peur que les enfants n'aient pas des informations. Le leader veut que tout le monde ait les mêmes informations au même moment et que chacun prenne ces informations comme une base pour l'avenir. 6. Faire des retours à votre mentor. Si vous avez un mentor physique, vous pouvez choisir des mentors en ligne. Vous devez suivre des gens. Ça, c'est une obligation. Et si vous avez des mentors physiques, vous devez faire des retours à ces mentors. Si vous n'avez pas des rencontres physiques, vous devez les appeler pour pouvoir avancer, pour pouvoir réfléchir. Par exemple, s'ils vous donnent des choses à faire, vous devez leur faire des retours pour qu'ils comprennent que vous êtes engagé, qu'ils comprennent que vous faites le travail, pour qu'ils vous donnent plus s'ils en ont. Voilà. Donc, c'est ça le devoir du disciple. Et c'est des devoirs nobles. Si vous êtes avec moi, mettez dans le chat. Nous sommes presque à la fin. Si vous êtes avec moi, mettez dans le chat pour que je sache que vous êtes avec moi. Ok, super. Super. Toutes les questions de vos sources d'information dans la vie et tout a été toujours les mêmes depuis la création du monde jusqu'à présent. Pour mieux dire, nos mentors définissent la qualité de nos idées, des lois et des principes qui nous serviront de guide, d'appui, de pilier. C'est pour cela que un des auteurs dit: je crains plus une armée de 100 moutons commandée par un lion qu'une armée de 100 lions commandée par un mouton. Donc, la source que vous suivez définit la ressource que vous pouvez être. Ceux qui échouent ont toujours été en contact avec des idées des gens qui échouent. Les entrepreneurs qui commencent très tôt dans la vie ont des parents ou bien ont des bases qui l'ont inspiré de commencer. Ici, quand vous avez une idée d'entreprise, les fanatiques vont vous dire: hey, tu viens d'où avec ça? Mais seulement un champion encourage les autres à devenir champions. Et l'échec même a peur des gens qui ont des bonnes idées, qui ont des idées du succès. Les principes et des lois du succès des mentors ont rendu des gens faibles, invincibles. Mandela a été en prison, je l'ai suivi, je continue pas sur ces trucs, ces idéaux. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu en prison et il considère l'éducation comme l'arme la plus puissante dans le monde. Des gens dont le monde ignorait l'existence sont devenus des champions quand ils ont été en contact en fait avec des idées positives, avec des idées qui ont transformé leur vie. C'est pour cela que Jésus dit: je réfère à la Bible comme un livre très puissant, très riche, pas un livre spirituel, un livre spirituel, mais pas un livre religieux plutôt, qui contient beaucoup d'informations, qui dit: l'élève, c'est-à-dire le disciple, n'est pas supérieur que son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Tout élève complètement instruit sera comme son maître. La clé pour tout disciple est l'instruction. Ce n'est pas de suivre le maître, mais c'est l'instruction. Comme un spermatozoïde de chercher l'ovule pour compléter l'information dont il en a besoin pour se développer en un homme, nous tous présents ici ce soir, nous avons besoin de l'instruction pour se développer en des champions. Ce que nous avons besoin, c'est l'information. Et notre devoir en tant que chercheur d'information, c'est de se mettre en mouvement. Moi, je ne loupe pas des idées en fait. Je ne loupe pas le titre des livres. Quand j'écoute quelque part, je note et je vais chercher. Mais c'est seulement en faisant ça qu'on se développe. C'est seulement en courant d'après ces idées, ces idéaux, cette recherche
qu'on peut devenir, qu'on peut aller. C'est pour cela que les vrais leaders créent des leaders. Ils ne veulent jamais des gens qui les suivent. Jésus a été suivi par une foule. Si je me réfère à l'histoire de la Bible, mais il a dit quoi? Faites des disciples. Son objectif, c'est de créer des disciples, pas des gens qui vont le suivre. Les gens l'ont suivi en masse. Il a dit non, je ne veux pas des gens qui vont me suivre. Je veux des gens qui doivent être exactement comme moi, qui doivent faire des miracles que je fais. Mais ces fanatiques et l'idée du fanatisme que nous avons reçu disent quoi? Vous devez avoir peur de l'autorité. Ça, c'est du fanatisme. Le blanc, chez lui, est un ami à son enfant. Ici, on a dit, aie peur de ton papa. Quand le papa rentre, tout le monde a peur. Ça, c'est le fanatisme. Ça, c'est le fanatisme. Les vrais maîtres, les vrais leaders de Jésus, Socrate, Aristote, eux tous, ils n'ont jamais voulu que les gens les servent, les suivent. Ils ont voulu que ceux qui viennent à eux deviennent des disciples, des gens qui soient capables de transformer le monde. À James Allen de dire, pour finir, un homme fort ne peut pas aider un plus faible, à moins que le plus faible ne veuille être aidé. Et même alors, l'homme faible doit devenir fort de lui-même. Il doit par ses propres efforts développer la force qu'il admire chez un autre. Personne d'autre que lui-même ne peut modifier sa condition. Aujourd'hui, où nous sommes dépend de nous. Et c'est une histoire que je pense que nous devons fermer. Et nous devons créer une nouvelle histoire pour demain. Et l'histoire là dépendra de nous, de nos sources d'informations que nous allons chercher. Surtout, moi, je veux, en Afrique, nous devons chercher les bases. Les bases, c'est de savoir que nous pouvons réussir, d'avoir cette conviction. La base, c'est que nous devons être certains que le succès nous appartient et est dans nos mains. Personne ne peut aider. James Allen l'a dit. C'est quelqu'un que je pense que vous devez chercher aussi dessus. J'ai un de ses gros livres. Il a écrit 17 livres, je pense, de sa vie, ou bien 18. Un homme fort ne peut pas aider un plus faible. Mais c'est ce que le fanatisme nous enseigne. Oh non, quelqu'un doit être devant pour nous enseigner. Non. C'est nous-mêmes qui devons nous pousser pour aller vers la connaissance. Et dit, et même alors, l'homme faible doit devenir fort par lui-même. C'est la connaissance qui rend fort. C'est par les propres efforts qu'il doit développer la force qu'il admire chez nous. Ça ne tient qu'à nous de changer la situation. Ça ne tient qu'à nous de changer l'Afrique de demain. Moi, je suis dans la conviction que c'est possible. Nous devons posséder cette foi-là pour nous permettre d'avancer. Chers leaders, merci de me tenir compagnie jusqu'à la fin. C'est une joie pour moi de partager avec vous des informations qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Des informations qui sont la base de qui je veux être demain. Et je pense que je n'ai pas perdu votre 1 heure ce soir et 1 heure dans 365 jours de la nouvelle année. Je pense que vous avez noté. Je pense que ça a été profitable et que tout ce que vous avez noté, toutes les idées ne sont pas des idées nouvelles. Si vous êtes chercheur, vous allez trouver ces idées. Et par mon expérience, j'ai trouvé que quoi? Tous les grands hommes disent la même chose, mais chacun dit selon sa compréhension. Et c'est pour cela que nous devons côtoyer beaucoup d'idées. Le vrai mentor ne vous dit jamais qu'il est l'ultime possesseur de la connaissance. C'est ce que j'ai appris de mes mentors. Ils disent, allez chercher d'autres sources d'informations. Et ils tous disent, cherchez la vérité en fait. La vérité, c'est des lois basiques naturellement
qui ne tombent pas en fait. C'est des lois qui ont porté des gens, qui ont porté Salomon à la richesse. C'est ces mêmes lois qui ont porté Mandela à quitter de la prison à devenir un leader mondial. Ces mêmes lois ont transformé Gandhi à mener la paix. Oui, on doit avoir plusieurs mentors. Ces mêmes lois ont permis de changer la philosophie de Martin Luther King à transformer l'Amérique. C'est ces mêmes lois que nous devons chercher. Nous devons avoir plusieurs mentors. Si vous avez une seule source d'information, et pourquoi on doit avoir plusieurs sources de mentors, c'est que aujourd'hui, je suis en train d'expliquer par rapport à ma compréhension. Et ma compréhension, peut-être, ne vous permet pas de comprendre à fond. C'est pour cela que nous devons avoir plusieurs mentors. Et des fois, de différentes sources pour pouvoir, pas pour faire ce truc-là, mais pour nous permettre d'avoir mieux de compréhension. Voilà. Nous devons avoir différentes sources d'informations. Pas pour faire ce truc-là, mais pour pouvoir nous éclairer en fait. J'ai lu des livres. Par exemple, je prends l'exemple. J'ai lu Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un homme des années 50. Et sa compréhension était un peu sa compréhension. C'est un livre un peu plus difficile. J'ai lu quoi? Winning with People de John Maxwell qui parle de ces mêmes principes d'une autre manière. Et ces deux livres m'ont permis de comprendre les relations différemment. Voilà, donc c'est pour dire que quoi? C'est pour cela que les vrais leaders, même ces personnes qui ne continuent pas à écrire des livres, ils ne continuent pas à lire, ils ne continuent pas à participer à des séminaires de formation. Ce n'est jamais des gens qui se présentent comme des détenteurs du savoir. C'est que quoi? Ils sont toujours après des idées. C'est pour cela qu'ils continuent par être en contact dans des groupes de personnes très élevés pour leur permettre d'avancer. Donc, nous devons tous avoir des mentors différents. Beaucoup même, des mentors physiques, des mentors dans les livres, des mentors sur les réseaux sociaux, des mentors dans les audios, des mentors partout. Voilà. Quelques autres questions pour finir. Quelques questions pour finir. Ou bien vous pouvez ouvrir vos micros pour intervenir si vous n'arrivez pas à écrire vite. Ça serait le plus rapide. Les gens ont été basculés de la classe, ils n'ont plus rejoint. C'est bon? On peut terminer? J'attends les questions. Hein. Questions. Je pense en résumé. Personne. Ouais. Voilà. Je pense que si nous devons retenir quelque chose, c'est ce que la bosse et génie a écrit. Personne ne détenant le monopole de la vérité. Il est en effet important d'avoir plusieurs mentors. Voilà. C'est en fait la base. C'est pour cela que nous devons avoir plusieurs sources d'informations pour nous enrichir. Et il y a quelqu'un qui dit, si vous connaissez les idées de quelqu'un, vous êtes en avance sur lui si lui ne connaît pas vos idées. Voilà, donc si vous connaissez les idées de quelqu'un, vous êtes en avance sur lui si lui ne connaît pas vos idées. C'est pour cela que les leaders partagent, ils encouragent le partage parce qu'on comprend différemment. Voilà. Bon, nous allons arrêter la classe. C'est un plaisir pour moi. Je me suis dit, si c'est une seule personne, la classe va tenir. Si c'est deux personnes, la classe va tenir. Je vous remercie de me tenir compagnie.
et rendez-vous au sommet. Dans 15 jours, on va tenir encore une autre classe sur une autre thématique qui va toujours aller dans le sens à nous pousser vers nos rêves, à le sens de nous pousser vers nos visions. Donc, ce que je voudrais que nous faisons prochainement, c'est de relayer les informations à travers nos amis. C'est de la valeur que nous permettons de mettre. C'est de permettre que beaucoup de personnes soient touchées par ce message.